671e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Laurent. Il est beaucoup question de Taïwan aujourd'hui, depuis quelques heures. Beaucoup question parce que la présidente de la Chambre des représentants, Mme Pelosi, démocrate, s'est rendue presque inopinément en visite pour voir ses homologues à Taïwan, notamment la présidente de Taïwan, ce qui a provoqué la colère chinoise, comme on pouvait s'y attendre. On sait qu'il y aura des élections intermédiaires bientôt aux États-Unis, les midterms, qui vont renouveler une partie de l'Assemblée, de la Chambre des représentants et du Sénat américain. Alors, est-ce que c'est une opération de politique intérieure pour le président Biden? Est-ce que c'est un faux pas diplomatique? Qu'en pensez-vous? Écoutez, la présence de Taïwan à côté de la Chine, si j'ose dire, est un des éléments qui peut faire craindre depuis très longtemps, mais à tout moment, un conflit général. Parce que tous les Chinois considèrent que Formose, c'est la Chine, et les Occidentaux considèrent que Formose est un pays indépendant de la Chine. Il y a donc là une opposition fondamentale qui peut être gérée pacifiquement ou polémiquement selon les événements. En l'occurrence, il me paraît que cela appartient encore au domaine de la conversation internationale et qu'il n'y a pas pour l'instant de risque capital dans ce domaine. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de chorégraphie diplomatique qui se met en place régulièrement à propos de Taïwan, Formose et de la Chine communiste? Parce qu'après tout, ce sont des pays qui ne sont pas isolés les uns des autres. Taïwan n'est pas reconnu comme un État indépendant par la communauté internationale, ils n'ont pas de représentants à l'ONU. La Chine considère qu'il n'y a qu'une seule Chine et qu'évidemment Taïwan en fait partie. Mais tout cela semble arranger tout le monde puisqu'il y a des relations commerciales, des relations financières, des relations bancaires. Il y a une ambiguïté dont on n'a pas, je pense, ni la communauté internationale tout à fait intérêt à sortir. Les choses étant ce qu'elles sont, et tant qu'elles ne sont pas conflictuelles, gardons-les telles au frigidaire, si j'ose dire. C'est une façon de parler par temps de canicule. Alors, nous avons noté par exemple que Mme Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, n'a pas pris un avion de ligne. Elle est passée par un avion militaire qui a suivi un plan de vol, d'ailleurs assez curieux, pour éviter de passer dans des zones qui auraient pu être conflictuelles à l'approche de la destination finale, Taïwan. Autrement dit, on a le secrétaire d'État américain qui dit que c'est pas très opportun diplomatiquement d'avoir fait ça, et en même temps, elle dispose de moyens de transport qui visiblement sont reliés à l'US Air Force. L'ambiguïté américaine est totale, donc on peut penser qu'il y a une arrière-pensée à propos de ces élections à un moment où le président Biden n'est pas très en forme électoralement. Il est probable que chacun essaiera de tirer la meilleure part de la situation. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la paix du monde, je ne crois pas qu'il y ait un risque particulier actuellement. Alors, vous avez vu que même si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, il est question de Jean-Marie Le Pen, notamment dans la bouche du garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, qui hier, avant-hier, si on considère que nous serons diffusés ce jeudi, a évoqué Jean-Marie Le Pen père et son point de détail. Je sais que vous avez regardé cette intervention, qu'est-ce que vous avez pensé? Oui, j'ai trouvé que ça ne m'a pas étonné de la part de M. Dupond-Moretti, qui est un rustre et qui, par conséquent, manie les situations politiques avec lourdeur. Mais je dois dire que cette allusion aux détails, qui ramène à une notion de simple logique, mais qu'on a maquillé, déguisé, en quelque sorte caricaturé, dans un but politique agressif. Et les gens qui considèrent que cette situation est normale doivent être considérés en effet comme des gens de peu. Vous avez vu que le prétexte, c'était ce projet de résolution venu de l'extrême gauche qui condamnait l'État d'Israël en parlant d'un État pratiquant l'apartheid et que donc le problème du garde des Sceaux était de relier la droite nationale à cette affaire qui venait de la France insoumise, en quelque sorte. Oui. Et sa situation n'est pas facile. Et par conséquent, il fait feu de tout bois
ce qu'on ne saurait lui pardonner en l'état de la situation mondiale. Alors depuis quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donne le sentiment d'avoir lu, relu le programme du Front National puis du Rassemblement National et de vouloir l'appliquer. Durcissement du discours à l'égard de l'immigration, expulsion d'un imam jugé indésirable sur le territoire français, et cette fois il a obtenu en plus des autorités marocaines un passeport consulaire pour le reconduire manu militari, dit le ministre de l'Intérieur. Alors c'est un effet d'annonce, c'est de la communication, qu'est-ce que c'est? Grand bien nous fasse, mais s'il y avait derrière tout cela de simples attitudes, des postures, ce n'est pas une politique. Une politique nationale consisterait à réguler de manière rigoureuse l'immigration et toutes les conséquences qu'elle a dans le domaine juridique. En l'occurrence, la présidence française essaie de se défausser d'un problème difficile et sans oser prendre les mesures, et ils n'oseront jamais prendre les mesures nécessaires à rétablir un ordre positif. Alors vous avez observé l'attitude du groupe Rassemblement National depuis le début de la mandature. 89 députés, Marine Le Pen qui se détache de la formation politique puisqu'elle ne se présentera pas à la présidence cette fois pour se consacrer entièrement au travail parlementaire, avec une politique qui consiste d'abord à imposer une tenue à chacun et ensuite tenue vestimentaire, tenue dans les propos, tenue dans l'exercice du mandat, et puis aussi de voter en faveur de tout ce qui peut bénéficier aux Français, notamment les plus modestes ou même aux classes moyennes, même si ces propositions viennent d'un autre bord politique. La question que je voudrais vous poser, est-ce qu'en faisant une politique qui donnerait l'impression d'être un petit peu plus radicale que l'étaient les Républicains, en soutenant parfois le gouvernement, est-ce que ça ne comporte pas le risque de passer pour une roue de secours, une béquille de la majorité relative, et éventuellement de perdre ce côté un peu radical qui faisait aussi l'attraction électorale du Rassemblement? Je ne crois pas que les électeurs de Marine Le Pen lui feront ce reproche. En effet, elle n'est plus responsable sur le plan politique, puisque si bien elle est actuellement, elle ne s'occupe que des députés et pas du parti proprement dit. Il reste d'ailleurs là une question pendante qui est celle de la présidence future, puisqu'il y a déjà 2 candidats, peut-être y en aura-t-il plus, on ne sait pas. Et il y a une inconnue qui devra être relevée. Mais en l'occurrence, je pense que Marine Le Pen essaie, avec ses 89 députés, de jouer un rôle qui ne soit pas strictement d'opposition négative, ce qui me paraît intelligent. Être en faveur des propositions qui sont positives, utiles au pays, et combattre celles qui ne le sont pas, elle me paraît une attitude tout à fait convenable et tout à fait parlementaire. Surtout que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore rentrés dans les réformes les plus complexes, je pense. C'est vrai. J'ajoute une chose, c'est que la mesure de Marine Le Pen relativement au caractère vestimentaire des parlementaires me paraît lucide et convenable. Parce qu'en effet, on n'a que le respect que l'on mérite, que l'on a de soi-même. Et il est certain que le laisser-aller vestimentaire, rendu public par la télévision, est un élément de désagrégation morale de la nation. Il convient que les élus soient des modèles, si possible, y compris au point de vue donc l'obligation de porter la cravate au Parlement me paraît un minimum d'exigence. Vous vous souvenez peut-être, et peut-être Marine Le Pen s'en est-elle souvenue, que vous aviez donné des consignes du même genre en 1986 à l'arrivée de 35 députés du Front National, cette fois, et que Le Monde d'ailleurs le relève aujourd'hui. On s'attendait à voir débarquer des gens en uniforme avec des baudriers, des bottes et peut-être des casques à pointe, et qu'on a trouvé un groupe parfaitement respectable et tout à fait à la hauteur de sa mission. Ça, les fantasmes de la gauche sont irrépressibles et ils n'ont pas d'esprit d'imagination. Ils les reprennent à chaque fois, peut-être parce que c'est efficace, somme toute. Il suffit de brandir
la moustache d'Adolphe et sa mèche pour que immédiatement tout le monde se mette au garde à vous. Ce n'est pas le cas, nous sommes des gens libres, les gens du Rassemblement national, ex-Front National, sont de ce type et je crois qu'il faut les soutenir dans cette attitude. Alors, 2 candidats pour la future élection à la présidence du Front National, ce sera le 5 novembre prochain. 2 candidats qui tout de même ont un point d'accord en dehors de la ligne politique, c'est qu'ils voudraient célébrer d'une certaine manière le 50e anniversaire du Front National, mais ils pensent que la présence du fondateur en 1972 du même Front National n'est pas exactement souhaitée ni souhaitable. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est la quadrature du cercle. Parce qu'il est bien évident que fêter le 50e anniversaire d'une organisation politique en tenant son fondateur toujours vivant, heureusement, à l'écart de la cérémonie, est du plus grand ridicule. Il y avait certainement un moyen plus diplomatique, plus intelligent pour se tirer d'affaire de cette opération. Bon, nous, en tous les cas, nous fêterons à notre gré le 50e anniversaire avec tous les gens du Front National, du Rassemblement National, des formations politiques nationales qui auront l'occasion de se retrouver, peut-être à Montretout, je crois, le jour de cet anniversaire qui n'est pas d'ailleurs encore fixé. Alors, puisque le jour même, c'est le 5 octobre, tombe un mercredi, donc il est probable que nous choisirons un week-end. Je ne sais pas, en prendra un week-end, oui, sans doute. Du début du mois d'octobre. Ce sera en tous les cas une occasion de retrouver beaucoup d'amis dont certains ont pris leur distance par la vie et par la politique, avec la ligne générale du mouvement. L'occasion de montrer qu'il s'agit là d'une formation profondément française, profondément utile à l'avenir du pays, et par conséquent, j'espère qu'elle aura un grand succès. Et comme vous l'avez noté dans un tweet, on ne pourra pas dire le 18e congrès du Rassemblement National, mais seulement le 3e, parce que ça recommence à partir de 2018, dès lors qu'on n'assume pas l'ensemble de l'histoire de ce mouvement, ce que Marine Le Pen avait promis de faire lorsqu'elle a été élue en 2011, lorsque vous avez laissé la présidence. Il y aurait un grand service à rendre à la postérité, c'est de republier le discours de Marine Le Pen le jour de son élection à la présidence du Front National. Je crois que ça aurait le mérite d'éclairer beaucoup des gens qui actuellement ne savent pas trop bien où ils en sont par rapport à elle et à sa ligne. Une idée qu'on peut transmettre peut-être aux auteurs de Synthèse nationale qui, à l'occasion de cet anniversaire, vont publier un cahier spécial du nationalisme pour reprendre tout cela. Nous envoyons actuellement à l'image la maquette qui est déjà prête avec beaucoup de contributeurs, de tous ceux qui ont vécu et vivent encore. Le grand intérêt de cette publication et l'honneur qu'elle fait au Front National de consacrer un numéro spécial pour son 50e anniversaire, qui, je crois, tout de même, est un élément fondateur du XXIe siècle. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.